je remerciais tout à l'heure l'IREMO pour son accueil, son invitation, et puis donc je suis vraiment ravi de pouvoir évoquer la scène culturelle de Beyrouth avec vous aujourd'hui. Alors évidemment, comme je disais aussi, je n'ai pas la prétention de faire le tour de cette scène qui est foisonnante, évidemment. Je reviendrai en fait à certains de mes travaux. En fait, je vous propose un panorama de cette scène à partir de mon regard, d'une certaine façon, puisque de toute façon, ce n'est pas la peine aussi d'énumérer ou de détailler des éléments qui demanderaient beaucoup d'heures de présentation sur toute la question des arts, aussi des évolutions de cette scène culturelle beyrouthine. Mais en revanche, comme j'ai travaillé et fait des enquêtes de terrain à Beyrouth, notamment sur la question de l'édition, mais aussi sur la question des revues culturelles. Également, j'ai participé aussi d'une certaine façon lorsque j'étais à l'IFPO à Beyrouth entre 2002 et 2007, d'une certaine façon à l'animation de cette scène, puisqu'on avait organisé aussi des événements en relation avec des artistes ou des chercheurs ou des hommes de culture libanais ou des femmes de culture libanais. Donc voilà, c'est à partir de ce regard que je vous propose ce tour d'horizon, on peut dire. Alors surtout, je vais me concentrer sur la question de qu'est-ce qui constitue en fait cette place culturelle de Beyrouth. Quelles sont en fait ses caractéristiques d'une certaine façon. Ce n'est pas la même qu'à Damas, ce n'est pas la même qu'au Caire. Et donc, elle a des caractéristiques qui viennent évidemment du fait c'est une capitale, qu'elle est à Beyrouth, la capitale du Liban, et que cette capitale du Liban, eh ben, elle a évidemment des relations avec son environnement proche et lointain, tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'à partir, par exemple, des années, disons à partir des années 40, notamment après l'indépendance du Liban en 1943. La place libanaise, la capitale du Liban, va être au centre de différents soubresauts politiques, économiques et sociaux dans la région du Levant, notamment avec la création de l'État d'Israël en 1948 et l'expulsion des Palestiniens, donc l'afflux de réfugiés au Liban, évidemment, mais aussi de capitaux. Pas seulement des réfugiés, mais aussi de capitaux. Également, la politique de nationalisation en Syrie va amener aussi des capitaux syriens, et puis aussi l'afflux de certaines bourgeoisies aussi de la région, notamment avec les nationalisations en Égypte après les années 50, dans les années 50. Donc tout cela va faire de Beyrouth aussi le réceptacle, d'une certaine façon, d'un rôle particulier économique très important dans la région. Il faut savoir que dans les années 50, Beyrouth en va à capter un tiers du marché mondial de l'or. Et elle devint aussi la principale place financière du Moyen-Orient, ce qui est assez particulier de dire ça aujourd'hui, alors qu'elle est en pleine banqueroute évidemment financière et que les banques sont totalement à l'arrêt, si on peut dire, et même on spoliait et volait leurs clients. Hein. Donc, mais à l'époque, effectivement, la place financière de Beyrouth était très importante, notamment comme place relais entre l'Europe, les États-Unis et les autres pays arabes, et notamment le Golfe, qui était alors en plein développement. Hein. Donc, c'est cette situation d'intermédiaire qui était très très importante pour ce qui concerne Beyrouth. C'est le rôle aussi d'intermédiaire. On parle aussi de l'année 1956 comme une année un petit peu charnière avec l'agression tripartite d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne contre l'Égypte, avec la nationalisation du canal de Suez. Mais certains ont pu dire que c'est aussi la fin d'un certain cosmopolitisme aussi dans la région, notamment avec le départ des étrangers, notamment de beaucoup d'étrangers du Caire, d'Alexandrie, des communautés étrangères ou autres, même juives locales aussi de ces régions. Et finalement, Beyrouth aussi va devenir en contrepoint, si on peut dire, une ville qui va, comme l'a dit d'ailleurs Taha Hussein, le grand écrivain égyptien, qui va détrôner le Caire comme capitale culturelle du monde arabe. Alors évidemment, il faut prendre avec pincette ce genre de qualificatif, évidemment, hein, puisque capitale culturelle du monde arabe, on peut pas dire que
Beyrouth, à l'époque, était véritablement la capitale culturelle. Mais par rapport à certaines, disons, franchises dont elle pouvait jouir, notamment une certaine liberté d'expression, elle va pouvoir en fait assumer une partie de ce rôle. Et aussi, il y a un écrivain libanais que sans doute vous connaissez tous, Elias Khouri, qui a été traduit en français, qui résume assez bien le rôle de Beyrouth à cette époque, dans les années 50-60. Il parle de Beyrouth comme lieu de rencontre et lieu de refuge, assez étrange, entre deux types de fugitifs, selon ses dires. Hein, je l'ai traduit de l'arabe. Les Arabes qui fuient les régimes autoritaires, hein, ou qui fuient, disons, les politiques de nationalisation, qui fuient l'oppression, et puis aussi les Libanais à l'intérieur qui fuient leur communauté, leur clan, leur village, etc., qui viennent dans la ville également pour chercher une forme d'autonomie. Et donc c'est intéressant de voir que Beyrouth devient un lieu de rencontre et de refuge, ce qu'elle n'était pas avant. Hein. Il faut bien voir que ce rôle-là est tout à fait particulier et il est à contextualiser, je veux dire, c'est les années 50-60. Alors, je vais au départ vous parler aussi, et donc Beyrouth va devenir un pôle d'ouverture sur l'espace arabe. Sur l'espace arabe, plutôt de l'Orient arabe, mais aussi du Maghreb, en partie du Maghreb, notamment grâce au rôle de l'édition libanaise. Et là, je vais peut-être revenir un petit peu à la formation de ce milieu éditorial libanais. Il faut savoir qu'en fait, il est assez récent lui aussi. Hein. Il est assez récent. Je reviens pas au début de l'imprimerie et tout ça, mais simplement au fait que les deux plus grandes imprimeries beyroutines sont liées. En fait, commencent dans les premières décennies du 19e siècle, avec notamment l'imprimerie américaine en 1834. Dans ce qui va être logé, qui va être accueilli par le collège protestant, pardon, pas le collège protestant, ce qui va devenir en fait l'université américaine de Beyrouth, et puis en 1848 l'imprimerie catholique dans ce qui va devenir l'université Saint-Joseph. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est pas de dire bon, il y a deux imprimeries, 1834, 1848, parce qu'on a aussi Boulac, la grande imprimerie Boulac au Caire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le rôle que va jouer Beyrouth à ce moment-là avec ces deux imprimeries, notamment un rôle d'intermédiaire culturel au niveau des dictionnaires et des encyclopédies. C'est-à-dire que ces deux imprimeries vont jouer un très grand rôle dans la traduction, dans l'impression évidemment, et dans la création des premiers dictionnaires et encyclopédies arabes, dont je ne vais pas citer les noms parce qu'il y en a beaucoup, mais enfin, disons, on connaît tous le Boutros al-Boustani, Mouhit al-Mouhit, entre 1867 et 1870, donc qui va être vraiment un dictionnaire de langue arabe très important. Et donc, à partir de 1920, qui est la date de l'instauration du mandat français, on va avoir progressivement la création d'un milieu éditorial, mais qui au départ est surtout marqué, caractérisé par la présence d'imprimeries. Par exemple, entre 1920 et 1949, il y a à peu près 80 imprimeries qui vont être fondées à Beyrouth. Et en 1949, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien historiciser cette histoire, hein. Évidemment, il n'y avait que une dizaine de maisons d'édition. Et c'est vrai que pour l'ensemble du monde arabe, en fait, c'est pas seulement pour Beyrouth. Souvent, il y avait très peu de distinction entre une maison d'édition et une imprimerie. Donc, le métier d'éditeur va vraiment se développer ensuite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare ce que l'on compare en fait souvent dans cet espace arabe de l'Orient arabe, c'est le Caire et Beyrouth. Hein. On peut dire les deux capitales du livre dans le monde arabe, c'est le Caire et Beyrouth. Mais en fait, en quoi Beyrouth est importante? C'est pas véritablement en termes de création littéraire, en tout cas à cette époque, mais c'est en termes de commercialisation. C'est-à-dire que peu à peu, Beyrouth va supplanter le Caire, va commencer progressivement, puis ensuite va supplanter le Caire,
au niveau de la commercialisation du livre dans l'espace arabe. Et on a même pu parler un auteur a même dit que Beyrouth devient la Mecque de l'édition dans le monde arabe, pour le monde arabe. Mais pourquoi il devient la Mecque de l'édition dans et pour le monde arabe? C'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit au début de mon exposé, Beyrouth va aussi profiter des déboires de ses voisins, hein, des désagréments de ses voisins, et notamment du fait que le milieu de l'édition au Caire va être progressivement aussi nationalisé dans les années 60. Et donc, Beyrouth va profiter de ces nationalisations. Et puis, il va y avoir aussi la constitution d'un espace, on va revenir là-dessus, disons de plus grande liberté au niveau de l'édition. Pourquoi? Parce que justement, l'édition est totalement privée au Liban. L'État n'a quasiment rien à voir avec l'édition au Liban, au contraire de tous les autres pays arabes à l'époque, où l'État a véritablement la mainmise sur l'édition. Vous savez bien pourquoi elle a la mainmise sur l'édition, l'État, parce que, évidemment, pour des raisons de contrôle, hein, de censure, etc. Alors qu'au Liban, effectivement, c'est le règne du secteur privé. Et donc, par exemple, un livre comme Les enfants de notre quartier de Naguib Mahfouz Aoulad Haratna va être publié en 1965 à Beyrouth. Parce que, justement, il a subi les foudres de la censure en Égypte. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, l'Égypte va être le principal pourvoyeur, en fait, de textes à l'édition libanaise, hein, pendant cette période des années 60-70. Et vous connaissez certainement cette expression célèbre, qu'on répète à satiété, bon, je voulais pas la répéter, mais l'Égypte écrit, le Liban imprime et l'Irak lit. Hein. Et donc, en fait, c'est que effectivement, la plupart des écrivains, en fait, se retrouvent en Égypte. Les écrivains libanais existent, certes, mais ils n'ont pas encore développé une diffusion, disons, à l'échelle du monde arabe. Et puis, il y a un autre aussi élément qui est très important par rapport à ce rôle culturel, c'est le développement de la presse. Développement de la presse à Beyrouth, donc au Liban, mais à Beyrouth en particulier. Et donc, le Liban va devenir en fait le premier diffuseur de la presse au niveau arabe. Le premier diffuseur de la presse, pas seulement d'ailleurs de la presse arabe, mais par exemple, on va avoir presque 1358 titres qui vont être diffusés à partir du Liban sur un total de 2714 dans les années 70. Où à l'époque, il n'y avait pas Internet, effectivement, l'écrit était très important, l'imprimé est très très important, le livre et le journal. Et même en 2000, donc il y a 20 ans à peu près, il y a les quelques 700 imprimeries libanaises produisaient à l'époque 50% des revues et journaux distribués dans le monde arabe, donc ce qui est quand même assez important. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance variable du Caire et Beyrouth, eh bien, dépend évidemment du degré de libéralisme politique et culturel dans chacune de ces villes. Il ne faut pas oublier aussi qu'au XIXe siècle, beaucoup de ceux qu'on a appelés les Shawam, c'est-à-dire les habitants du Liban ou de Syrie, etc., sont eux allés se réfugier en Égypte parce qu'il y avait une atmosphère plus libérale. Hein. Et ces Shawam, ils ont contribué aussi à créer la scène culturelle égyptienne, notamment des journaux, la presse, etc. On les a retrouvés dans le cinéma, dans le théâtre, etc. Même aussi, bien sûr, dans la chanson avec Farid Al-Atrash, Asman, etc. Donc, il y a donc à ce moment-là, il y a aussi, parce qu'en fait, l'Égypte, qu'est-ce que c'était à l'époque, même jusqu'aux années 40, jusqu'aux années 40-50, il n'y avait pas Dubaï, il n'y avait pas le Golfe. Et l'Égypte, c'était un lieu où finalement on investissait, d'où le nombre important d'étrangers, des communautés étrangères, Alexandrie, au Caire, etc. C'était un lieu où on investissait, et c'était aussi un lieu où les habitants de la région venaient pour travailler, pour investir, ou pour chercher aussi un degré de liberté. Et donc, disons, cette relation se renverse à partir de 1965, de la nationalisation du milieu de l'édition en Égypte, et c'est Beyrouth qui va devenir en fait
le lieu d'investissement culturel pour une grande partie du monde arabe. Et on peut dire que le milieu béroutin va se transformer en creuset de la production intellectuelle arabe. J'ai utilisé le terme de espace public dans le sens de sphère publique du monde arabe pour Beyrouth, parce que dans les années 70, et notamment avec l'arrivée de l'Organisation de libération de la Palestine, qui va faire de Beyrouth sa capitale, vont être créées de nombreuses maisons d'édition, soit financées par les Palestiniens, soit où vont être publiés pas seulement des ouvrages politiques, mais aussi de la littérature, de la poésie, etc. Tout le monde, enfin ceux qui s'intéressent à la poésie se souviennent d'une maison d'édition qui s'appelle Dar el-Aouda, la maison du retour. En fait, donc vraiment palestinien dans le sens même le nom même réfère à la Palestine, où sont publiées les œuvres complètes de poètes, de grands poètes arabes, etc. Et puis aussi d'autres régimes, enfin d'autres pays, pas obligatoirement des régimes, mais aussi, par exemple, d'Irak, de Syrie, du Yémen. Le Yémen du Sud, qui est à l'époque communiste, qui est communiste entre 1967 et 1990, est en liaison avec les communistes libanais pour notamment la création de leur propre maison d'édition où vont publier aussi à Beyrouth, etc. Les Syriens qui ne peuvent pas publier chez eux vont publier à Beyrouth. Hein. Il y a même un ministre de la Défense syrien, Mustafa Tlas, très connu, qui a ouvert une maison d'édition à Beyrouth pour publier des choses qu'il ne pouvait pas publier en Syrie. Donc on voit que c'est véritablement une couverture assez qui du fait d'une liberté de publication et d'expression assez inégalée dans la région. Alors pourquoi? Je vais prendre un point technique aussi qui est très important, c'est que dans beaucoup de pays arabes, la censure s'est exercée avant la publication. C'est-à-dire il fallait présenter le manuscrit, notamment en Syrie. Pas le cas en Égypte, mais en Syrie notamment. Alors que au Liban, on n'a pas besoin de présenter. Il n'y a pas une censure préalable en fait. Mais il peut y avoir ensuite une censure après. Hein. Au Liban aussi, il y a eu des cas de censure, évidemment. Il ne faut pas non plus idéaliser le tableau. Hein. Et notamment un des livres qui a valu à son auteur de fuir du Liban pour se réfugier en Syrie, c'est le livre du philosophe syrien Sadek al-Azm en 1969, critique de la pensée religieuse. Qui a suscité en fait une plainte au Liban et Sadek al-Azm qui travaillait à l'université américaine de Beyrouth a dû partir à Damas quelques semaines après il est revenu bien sûr, mais tout ça pour dire que donc il pouvait y avoir aussi des effets des affaires de censure dans l'autre sens. L'autre élément très important aussi du développement de l'édition libanaise, alors qu'il n'y a rien à voir avec la politique si on peut dire, enfin, sauf peut-être à un autre niveau, c'est le fait que l'édition libanaise a accompagné le développement de la scolarisation dans les pays du Golfe, notamment, avec le fait qu'ils pourvoyaient en livres des pays qui étaient en train de se scolariser, d'ouvrir des universités. Il y avait une demande énorme. Donc, je vais vous présenter là quelques références sur deux diapos qui peut-être vous pourrez vous intéresser. Donc, c'est des ouvrages qui ont été publiés sur Beyrouth, alors sur l'édition, mais pas seulement. Notamment le livre de Dounia Badini je reviendrai là-dessus, sur la revue Shiar Poésie qui avait été créée à Youssef El Khal. Et d'autres. Samir Kassir, qui est évidemment l'histoire de Beyrouth, que tout le monde doit posséder s'il s'intéresse à Beyrouth, mais où il parle aussi de ce rôle culturel. Raphaël Millier, il y a plusieurs livres sur le cinéma au Liban, hein, fallait que je fasse un choix, mais c'est que il a interviewé pas mal de cinéastes libanais, donc c'est assez intéressant. On a aussi dans le livre qu'on avait publié avec Nicolas Puig sur itinéraire esthétique et scène culturelle au Proche-Orient, un article aussi sur le cinéma libanais, sur différents types de productions culturelles à cette époque. Et là, Sylvia Naef a écrit un livre très important sur l'art moderne en fait arabe,
en Égypte, en Syrie, et en Égypte, au Liban et en Irak. Là, Shelia Attallah et Sophie Braun et Emmanuel Solier, c'est un livre qui vient d'être publié, enfin l'année dernière, Beyrouth Institute. C'est des textes d'artistes, d'intellectuels libanais et autres sur Beyrouth. Mémoire de guerre au Liban, parce que justement il y a des textes sur les effets de la mémoire de la guerre sur la production culturelle, notamment artistique. Sophie Braun, Amin Moghadam, Beyrouth, Dubaï, important parce que, en fait, les circulations, évidemment, il faut voir l'espace arabe comme un espace de circulation et de diffusion culturelle. Et on parlait tout à l'heure du rôle de Beyrouth comme prééminent, mais aujourd'hui, sur certains segments, le Golfe aussi est important, et notamment sur le marché de l'art. On reviendra. Sur la musique, évidemment, musique du monde arabe de Colin Housset, c'est une des meilleures spécialistes de la musique arabe. Et puis Ziad Naufal et Rayla Saadawi qui ont écrit également sur la musique alternative contemporaine actuelle, hein, on l'appelle comme ça au Liban. Et puis évidemment un élément qui est très important aussi, j'aurais pas le temps de développer dans cet exposé, c'est la bande dessinée. La bande dessinée, je crois que bien sûr on va juste l'évoquer, mais là donc il y a deux références à la fin. Alors, il y a aussi une autre caractéristique de Beyrouth. Alors, la littérature jeunesse, évidemment, Mathilde Chèvre, qui est elle-même autrice, d'ailleurs, de bandes dessinées, et qui traduit aussi des bandes dessinées de l'arabe, et qui a fait une thèse, justement, sur la littérature jeunesse, pas seulement d'ailleurs au Liban, mais en Syrie, Égypte et Liban. Parce qu'il y a beaucoup aussi de circulation. Alors, un autre élément aussi dont je voulais parler, c'est aussi la question de la place singulière de Beyrouth, effectivement, sur certains sujets, et notamment sur le corps. Alors, il y a par exemple une maison d'édition qui a été créée dans les années 30, c'est la Dar al-Makshouf, la maison du dévoilé, hein, de ce qui est dévoilé en fait, avec cette revue al-Makshouf, et puis son fondateur, c'est Fouad Hobeish, qui était un adepte du ludisme et donc qui va créer une maison d'édition, plusieurs revues, et vous voyez qu'il est plutôt assez enclin à montrer des choses dans les années 30 particulièrement osées pour l'époque, mais sa maison d'édition, qui était fondée en 1936, Dar Makshouf, pardon, a aussi publié les grands auteurs libanais de l'époque. Il faut pas aussi. Et il va faire aussi beaucoup de traductions. Et c'est à l'époque 1932 aussi où on peut dire que commence véritablement la peinture moderne libanaise, hein, avec notamment ce tableau tout à fait célèbre de Omar Hansi, Jeune femme à une exposition en 1932. Et donc là c'est intéressant parce que effectivement c'est un peintre libanais qui a vécu quelques années à Paris d'ailleurs aussi, et qui montre en fait l'effet du nu tel que lui se le représente sur un public féminin de l'époque, donc c'est en 1932. Et puis on aura aussi donc voilà les couvertures de Dar al-Makshouf. Alors j'avais acheté toute la collection et je m'étais imaginé faire une espèce d'installation avec alors voilà ce qui se vendait donc dans les années 40-50 aussi dans les marchés, hein, je veux dire c'était très populaire, hein, évidemment c'était des éditions bon marché. Et on a le pendant, alors je fais un petit clin d'œil là parce qu'en fait c'est une revue aussi qui s'appelle Corps, qui a été créée par Joumana Haddad, qui est une écrivaine aussi, et qui a publié en décembre 2008 une des premières revues, non pas érotiques, mais en disons liées au corps, à la représentation du corps et aussi aux différentes formes de sexualité, donc en arabe, et Jassad, donc ça s'appelle Corps, et qui a été assez osé à l'époque. D'ailleurs, il était vendu dans les rues de Beyrouth sous un blister noir pour pas qu'on voit et ce qui est très intéressant dans cette revue, c'est qu'elle est aussi pan-arabe. C'est-à-dire, c'est ça aussi l'intérêt de la place singulière de Beyrouth, c'est qu'elle accueillait aussi des auteurs d'autres pays arabes. Notamment, il y a yéménites, irakiens, syriens, etc., etc. Donc j'ai interviewé
la fondatrice de cette revue, qui m'a dit en fait que la plupart des numéros étaient vendus en Arabie Saoudite. Donc c'est ce qui est intéressant, donc le voir le rôle pan-arabe de Beyrouth. Alors on a aussi évidemment dans les années 50, 60 donc la montée en puissance d'une scène culturelle. Donc on a vu avec ces peintres, j'ai cité Omar Hansi, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, je vais pas. Il y a Etel Adnan que l'on a mentionné tout à l'heure. Il y a aussi bien sûr la création du festival de Baalbek en 1944, hein, juste après l'indépendance. Donc c'est aussi ce lien. Faut voir aussi Beyrouth. Moi, j'insiste souvent sur le rôle pan-arabe de Beyrouth dans le sens de sa diffusion dans le monde arabe, mais il faut bien sûr voir aussi son rôle international, évidemment, comme évidemment intermédiaire aussi avec l'Europe ou les États-Unis. En 1961, il y a aussi la création du musée Sursock et de la première exposition, qui est d'ailleurs s'intitule Salon d'automne, ce qui est très intéressant parce qu'en fait, là, on voit qu'il y a une espèce de calque un peu de salon d'automne parisien. Et puis, en 1976, 67, pardon, la création de Dar el-Fan, la maison de l'art, par Janine Roubaix, qui va devenir aussi une institution privée, pour le coup, comme le musée Sursock d'ailleurs, très importante dans la vie culturelle libanaise, notamment pour exposer des peintres, mais aussi du théâtre, etc. Alors, pour ce qui concerne le cinéma, alors là, par contre, la production libanaise, disons, va être très, très modeste pendant plusieurs décennies. Le premier film au Liban daterait de 1929, un premier film comique et muet, etc. Les aventures d'Elias Mabrouk fut produit par un Italien. Et en fait, il va y avoir quelques films, mais surtout, ça va être surtout le cinéma égyptien qui va attirer des acteurs et des actrices libanais du Proche-Orient dans ses studios les plus célèbres, dont le studio Mast. Hein. Ça va être d'abord la centralité égyptienne qui va être importante. Et faudra attendre en fait les années fin des années 40 pour qu'il y ait véritablement des studios de cinéma à Beyrouth, comme le studio moderne, studio Haroun, le studio du Cèdre, etc. Et puis il va y avoir aussi un élément très important aussi de la création cinématographique qui va être la période des coproductions. Par exemple, la nationalisation du cinéma égyptien en 1962, en fait, a réduit le nombre de films tournés en Égypte. Et donc, par exemple, le studio Baalbek, qui a été créé à Beyrouth, va finalement permettre de réaliser des films au Liban, et notamment des films égyptiens. Mais pas seulement égyptiens, aussi d'autres films. Mais entre 1962 et 1967, juste pour vous donner une idée, environ 30 films libano-égyptiens ont été produits annuellement par des compagnies libanaises. Donc il y a aussi cet élément-là qui va jouer. Et puis aussi les producteurs syriens qui viennent tourner leurs films au Liban également dans les années 60. Et puis également des Palestiniens, etc. Alors ce qui est très intéressant aussi, et ça je vous le dis parce que c'est assez intéressant quand on voit aujourd'hui le poids, le rôle joué par les Syries turcs dans le monde arabe. Syrie turque, c'est véritablement doublé souvent en arabe syrien d'ailleurs, c'est véritablement un succès considérable. Mais entre 1965 et 1969, le cinéma turc s'introduit aussi sur les écrans avec le doublage en arabe de plus de 10 films turcs chaque année. Donc on voit que c'est une histoire en fait assez ancienne de ces relations entre monde turc et monde arabe. Et puis, bien évidemment, mais là je ne reviens pas là-dessus parce qu'on a donc des cinéastes dans la salle et d'autres qui pourront en parler mieux que moi, mais effectivement dans les années 70 va surgir une autre génération de cinéastes avec Borhan Alaouieh, Maroun Bardadi, Jocelyne Saab,
Randa Shahar, Rafik Hajar, Jean Chamoun, etc., qui vont là effectivement changer totalement le style aussi du cinéma libanais, qui va sortir évidemment des comédies ou des films de ce type. Alors, ce qu'on peut dire donc, c'est que Beyrouth va constituer ce que j'ai appelé un laboratoire idéologique et littéraire. Laboratoire idéologique et littéraire parce qu'il va attirer en son sein, si on peut dire, dans son espace, et va être un lieu de production des différentes idéologies coexistant à ce moment-là dans l'espace arabe. Les différentes idéologies nationalistes, pan-syriennes, pan-arabes, marxistes, marxistes critiques, etc., etc. Et puis aussi va se constituer comme un pôle éditorial également qui va commencer à devenir ce qu'on appelle dans le jargon sociologique de la sociologie culturelle une banque de crédit littéraire. Par exemple, avec la création en 1956 de Dar al-Adab, l'édition des lettres, qui va être véritablement devenir un peu le Gallimard du Liban et du monde arabe, et qui va attirer des éditeurs de tout le monde arabe, en fait. Hein. Dar al-Adab de Souheil Idriss. Mais c'est toujours, en fait, lié également avec une lutte idéologique de l'époque. Par exemple, Dar al-Adab, fondé par Souheil Idriss en 1956, qui est d'ailleurs un auteur de dictionnaire, un auteur d'un roman qui s'appelle Le Quartier latin, etc., et aussi un pro-nassérien. Il est pro-l'Égypte de Nasser. Et en face de lui est aussi donc un défenseur de la qasida, c'est-à-dire du vers rimé arabe. En face, si on peut dire, il va y avoir la revue Shir, justement, poésie, fondée en 1957 par Youssouf El Khal, et qui, avec Adonis notamment, hein, et qui va être influencé au départ par l'idéologie pan-syrienne, nationaliste syrienne de Antoun Saadé, mais qui va surtout être, parce qu'en fait Adonis est venu à Beyrouth parce qu'il était membre du Parti syrien national social, hein, on l'oublie un petit peu, et qui va surtout être en fait le défenseur du vers libre et de la modernité poétique. Et donc il va y avoir des luttes féroces entre ces deux revues, Al-Adab et Shir, Al-Adab les lettres et poésie, autour de cette question de la modernité littéraire, de la modernité poétique et littéraire. Donc on voit que c'est véritablement un laboratoire qui devient aussi une banque de crédit littéraire, si on peut dire, et qui attire donc des auteurs marquants qui, dans les années 70 et 80. Alors les années 70, vous pouvez me dire, mais c'est la guerre du Liban, on l'a vu dans le premier film, 1976 jusqu'à 1990. Et pourtant, l'édition libanaise va continuer et va même presque devenir florissante à ce moment-là. C'est un paradoxe, mais les éditeurs libanais vont continuer à travailler. Mais dans le même temps, on va dire aussi que dans ces périodes-là, Beyrouth s'exporte. Dans quel sens? Beaucoup de journalistes, d'intellectuels libanais partent de Beyrouth pendant la guerre et ils vont créer également à Paris, dans un premier temps, et aussi à Londres, une presse arabe, pas seulement libanaise, une presse libano-arabe, si on peut dire, mais aussi libanaise et arabe, en exil. Et ça va être Paris, on le sait peu, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, le monde a changé. Je veux dire, ce souvenir cette mémoire-là, c'est effiloché. Mais Paris, dans les années 70, enfin après la guerre, après 76, je veux dire, était vraiment une des capitales de la presse arabe. Et ensuite, Londres a pris la suite, hein, et aujourd'hui abrite encore certains sites électroniques ou certaines revues ou certains journaux. Mais à l'époque, c'était donc Paris et Londres qui vont devenir en fait une extension, si on peut dire, du rôle de Beyrouth dans la région. Par exemple, je peux juste citer, parce qu'il y avait beaucoup de... Alors parmi ces journaux en arabe, et surtout des revues en arabe, des hebdomadaires, des magazines qui existaient à l'époque, beaucoup étaient financés par le régime irakien de Saddam Hussein.
On les retrouve ici à la bibliothèque de l'Institut du monde arabe. Mais beaucoup de ceux qui écrivaient dedans étaient des Libanais. Il y avait véritablement énormément de Libanais dans ces. Et donc, je peux citer par exemple la revue Al-Yom As-Saber, qui est le 7e jour, qui a été créée en 1983 jusqu'en 1991, et qui a été créée par Yasser Arafat, qui était à l'époque à Tunis, pour justement contrer le régime syrien qui essayait aussi de financer une partie des revues à Paris, à Londres, etc. Donc, vous voyez, cette lutte idéologique de Beyrouth, en fait, s'exportait dans les capitales de l'exil, ce qui d'ailleurs existe aujourd'hui également pour d'autres populations. Hein. Le Caire aujourd'hui pour les Yéménites, qui est devenu une capitale culturelle, une capitale politique même. Il y a des centaines de milliers de Yéménites au Caire, ou Istanbul pour les Syriens, etc., ou l'Allemagne, etc. Et puis un autre rôle aussi également de Beyrouth, évidemment, c'est son rôle dans le domaine de la traduction. Si une grande partie des ouvrages aujourd'hui traduits en arabe sont des ouvrages originellement écrits en français, c'est aussi grâce à Beyrouth. Parce que évidemment, il y a beaucoup plus de francophones qui traduisent. Il y a le Maghreb, mais du fait que le Liban est beaucoup plus fort en termes de diffusion, de commercialisation et en termes éditorial, effectivement, il joue un rôle très important. Et donc, il y a des grandes maisons d'édition qui ont été très importantes dans ce domaine. Alors, il y a aussi, on ne peut pas parler de l'édition sans parler de la littérature, évidemment. Alors, j'ai un petit peu évoqué le sujet avec la poésie, mais évidemment aussi ce qui va naître dans les années, la guerre aussi, va faire naître, on a parlé d'une génération de cinéastes, va faire naître aussi une génération d'écrivains. Ou disons, ils seraient certainement nés, puisque pour être écrivain, on n'a pas besoin d'une guerre, mais en tout cas, va orienter leur production littéraire en grande partie. Et donc, on va avoir toute une génération de nouveaux écrivains libanais, qu'aujourd'hui on pense classiques, mais qui sont nés en fait à ce moment-là, de Rachid Ad-Daïf à Hassan Daoud, Elias Khouri, Mohamed Abi Samra, Alaouia Sabah, Najwa Barakat, Houda Barakat, Jabour Douéhi, Rabia Jaber, etc., etc. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que beaucoup sont traduits en français, enfin, même la plupart de ceux que je viens de citer. Mais il ne faut pas oublier donc ce double ancrage de la scène culturelle libanaise, c'est-à-dire à la fois arabe et également francophone, et on peut rajouter maintenant globalisé, évidemment, avec aussi une production très importante d'auteurs francophones. Alors, tout le monde connaît Amin Marlouf, bien sûr, mais il y a Sharif Majdalani, qui est aujourd'hui devenu un des grands écrivains libanais, Hiyam Yared, Etel Adnan aussi, qui a écrit en français, hein, Salah Stétier, poète libanais, Vénus Khoury-Gata, et puis récemment, par exemple, Diane Bazloum aussi, qui écrit également en français des ouvrages. Alors, ce qui est intéressant, mais malheureusement, on n'a pas le temps de développer, mais c'est que, certes, Beyrouth n'était pas totalement absent de la littérature libanaise avant. Je veux dire, comme décor. Mais là, avec cette nouvelle génération d'écrivains, Beyrouth va être omniprésente dans cette littérature. D'ailleurs, le premier livre de Diane Mazloum s'appelle Beyrouth la nuit. Et donc Beyrouth va être devenue omniprésente, mais selon un critique libanais, Georges Dorian, c'est un Beyrouth qui finalement est vu à partir de personnes qui fuient leur communauté ou et qui finalement transportent avec eux les problématiques de leur communauté. Ça peut être donc chiites, sunnites ou villageoises ou régionales, etc. Ça peut être et donc finalement la ville de Beyrouth apparaît toujours dans une espèce de lieu périphérique, comme un lieu périphérique où les gens essayent de se libérer de leurs liens. Enfin, donc là, c'est un résumé assez convenu d'une littérature foisonnante, etc. Mais ce qui est intéressant de voir aussi que cette place de Beyrouth, elle n'est pas la même en fait, elle n'a pas le même rôle que Paris ou d'autres capitales. C'est-à-dire donc il faut bien replacer, recontextualiser le rôle de la ville effectivement dans ces ensembles.
Alors, également, ce rôle panarabe de Beyrouth, il se retrouve aussi dans l'installation de fondations culturelles panarabes à Beyrouth. Fondation culturelle panarabe à Beyrouth, je ne vais pas toutes les citer, mais alors il y en a une, par exemple, qui est d'abord, il y a eu en 1975 le Centre d'études de l'unité arabe, financé par l'Irak au départ, mais qui s'installe à Beyrouth. Mais on a aujourd'hui, par exemple, la Fondation de la pensée arabe, créée à Beyrouth en 2001, financée par l'Arabie saoudite. On a aussi l'Arab Center for Research and Policy Studies, qui est créé en 2011 à Doha par le grand intellectuel palestinien Azmi Bishara et qui a ouvert une branche à Beyrouth en 2012, donc un grand centre de publication et de recherche. Et puis aussi, on a des fondations plus proprement artistiques ou culturelles, comme par exemple la Fondation arabe pour l'image, qui est un des exemples les plus emblématiques en fait de ces fondations, qui a d'ailleurs servi de modèle pour d'autres initiatives, qui a été créée plus anciennement, en 1997, pour collecter, préserver et étudier les photographies du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de la diaspora arabe. C'est comme ça qu'ils le disent. Et puis, un autre élément intéressant qui vient évoquer ce que j'ai dit entre les liens entre Beyrouth et Le Caire, l'installation en 2015 d'une fondation culturelle panarabe, c'est-à-dire donc qui agit sur l'ensemble du monde arabe, qui s'appelle Ressources culturelles, Al-Mawrid al-Thaqafi, qui a été créée au Caire et qui a été créée en 2004 au Caire et donc en 2015 vient s'installer à Beyrouth. Pourquoi? Évidemment, parce que au Caire, il est sujet à des problèmes concernant son financement étranger et donc susceptible d'être fermé au Caire. Et donc Beyrouth, là, apparaît comme ce que j'appelle une zone franche culturelle, hein, comme on a les duty free, les zones franches culturelles, qui permet à des différentes institutions, associations de réaliser leur activité à partir de Beyrouth, parce qu'en fait c'est une plateforme, hein, à partir de Beyrouth. Et par exemple, une grande institution qui est très importante, qui a été créée en 2007 et qui là aussi est privée, c'est l'Arab Fund for Arab Culture, donc AFAC, le Fonds arabe pour la culture arabe, qui a été créé par un groupe d'entrepreneurs et de philanthropes arabes, à l'initiative d'ailleurs de femmes artistes, Basma al-Husseini, Adla el-Aidi, Zeyna Arida, Rana Sadek, etc., qui est installée à Beyrouth et qui a un rôle extrêmement important aujourd'hui pour le financement et la promotion de la jeune culture arabe du Maghreb jusqu'au Golfe. Hein. Et donc, parce qu'en fait, ils donnent des bourses, ils étudient des projets, etc. Et donc, finalement, cette centralité culturelle de Beyrouth, elle est due à son rôle de zone franche culturelle. Ça, c'est très important à évoquer. Donc en fait, comme le temps passe, je vais donc évoquer quand même cette question-là. Des festivals qui ont été créés à Beyrouth au sortir de la guerre, si on peut dire. Alors évidemment, il y a eu la réouverture d'institutions culturelles à partir des années 90, notamment le théâtre de Beyrouth en 1992, etc. Et puis il y a eu aussi la création du festival Eiloul, qui est dirigé par Pascal Ferrali avec Elias Rouli, etc., qui ont eu une dizaine d'éditions et qui montraient aussi la création vivante à l'époque des jeunes Libanais, mais aussi qui avaient aussi une dimension internationale assez forte, de plus en plus d'ailleurs. Et puis la création aussi d'une association culturelle qui existe toujours et qui est très importante, Ashkal Alwan, forme et couleurs, si on peut traduire comme ça, ce sont aussi des lieux d'expérimentation culturelle et artistique extrêmement importantes, et qui aussi permis finalement d'ouvrir de nombreux lieux dans Beyrouth, de nombreux lieux culturels dans Beyrouth, sur différents sites, et aussi de faire des performances artistiques extrêmement importantes. D'accord. Donc je voulais évoquer aussi le cas du Beyrouth Art Center, qui est un lieu très important d'exposition. Mais là, il faut bien prendre en compte que s'il y a à peu près 56 galeries d'art au Liban, hein, évidemment, la commercialisation de l'art ne se fait
pas vraiment à Beyrouth, sauf pour un public libanais, mais il se fait plutôt au niveau régional à Dubaï, hein, puisque le festival d'art contemporain de Dubaï a commencé en 2006 et il est le plus important de la région. Alors, un des éléments très importants aussi de l'activité culturelle à Beyrouth, c'est la question de la mémoire. La question de la mémoire après la guerre a été prise en main, si on peut dire, par les artistes, comme si, d'une certaine façon, l'espace politique étant bloqué, finalement, la création politique et artistique était aussi une forme de pratique politique également. Hein. Et notamment, on a eu beaucoup de... Alors, je vais pas... là, je vous renvoie justement au livre Mémoire de guerre au Liban et à l'article sur les pratiques artistiques sur la guerre au Liban dans cet ouvrage. Mais on a eu beaucoup aussi la question des archives. Et notamment, on a eu des groupes artistiques, enfin surtout Walid Rard avec Atlas Group, qui a créé même des archives fictionnelles hein, sur la guerre civile, etc. Et on a eu aussi le travail de Rabia Mroué, également sur la question de la guerre, très importante. Et certains de ces artistes, comme Rabia Mroué ou Walid Rard, ont acquis une stature internationale. Hein, et donc sont exposés ailleurs, etc. Bien sûr, il y a tous ceux qu'on connaît, Jorej, Adji Thomas, etc., dont le film Memory Box est sorti il n'y a pas longtemps sur nos écrans parisiens. Et donc là aussi, on renvoie également à la guerre, hein, donc en 2022. Donc, alors voilà une photo du festival Eiloul en 2001. Donc festival qui a eu, ça c'est une affiche que m'a envoyée la personne qui avait organisé ce festival. Le Beyrouth Art Center qui est près de Sinelfil, donc à la périphérie est de Beyrouth, et qui est un lieu extrêmement important d'exposition, bien sûr. La revue Samandal, donc la revue de bande dessinée la plus connue au Liban, qui joue un rôle très important pour la promotion de la bande dessinée au Liban, mais aussi ailleurs. Et donc, il y a aussi, j'aurais pas le temps de l'évoquer, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est la question donc de l'avant-garde. Et je pense que dans le même temps que Beyrouth, dans les années 70, était le passeur de formes culturelles, de langage politique d'avant-garde, ou nouveau pour l'époque, en tout cas pour la région, même parfois des formes subversives aussi d'expression, etc. Également, on retrouve ça aussi aujourd'hui dans la scène musicale contemporaine beyrouthine, avec tout ce qu'on appelle les musiques actuelles, hein, notamment les musiques d'improvisation. Il y a un festival qui s'appelle Festival Improvisation, Irtijal, et qui est de Mazen Kerbaj, justement, qui est un des protagonistes de cette scène de musique actuelle, et qui est aussi auteur de bandes dessinées. D'ailleurs, plusieurs de ces bandes dessinées ont été traduites en français. Et donc, il y a aussi création d'œuvres, d'enregistrements, de concerts improvisés, et qui fait que la scène beyrouthine conserve finalement cette stature de scène d'avant-garde. Alors, je reviendrai pas sur, peut-être qu'on pourrait revenir sur dans la discussion sur les effets de l'explosion et de la crise économique sur cette scène culturelle. Évidemment, il y a beaucoup moins de lieux d'exposition, il y a beaucoup moins de festivals cinématographiques. L'édition est en chute libre. Alors, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition fermées officiellement, mais en tout cas qui ne travaillent plus, ça c'est sûr. Hein. Et donc, il y a véritablement un désastre à ce niveau-là. Il y a aussi des maisons d'édition qui ont cessé de publier. Il y a 40 imprimeries qui auraient fermé aussi. Il y a le cinéma Métropolis, qui était un haut lieu de diffusion d'œuvres contemporaines, d'art et d'essai, etc., qui est aussi qui est menacé, enfin qui a fermé, mais qui continue encore à organiser des festivals de temps en temps. Il y a surtout aussi, je dirais, sur le plan de la production culturelle, aussi un élément qui aujourd'hui a disparu de Beyrouth, enfin a disparu dans sa forme traditionnelle, c'est les suppléments culturels des journaux. Il y avait les suppléments culturels des grands quotidiens, le Mustakbal, le Safir, le Nahar,
qu'on achetait quand on était à Beyrouth dans les années 1990, 2000, parce que ça nous permettait de savoir quels étaient les débats qui étaient en cours dans la société, mais aussi presque aussi à l'échelle du monde arabe, parce qu'il y avait d'autres auteurs égyptiens, syriens, irakiens qui venaient publier dans ces revues. Et ça a disparu. Et il y a maintenant des signes d'information, la revue comme El Adab, par exemple, donc que je vous mentionnais tout à l'heure, a disparu il y a 2-3 ans. Donc il y a véritablement une déperdition en termes de ces revues culturelles qui n'existent plus parce que ils ne pouvaient plus continuer à publier. Ils n'avaient plus de ressources en fait. Et puis Adab en fait a cessé de paraître en 2012. Et puis il y a de nouveaux sites évidemment d'information électronique qui sont aussi culturels, comme Almodoun, Daraj, Mégaphone, etc. Certains sont financés depuis Doha, depuis Qatar, hein, comme Almodoun. Et donc, mais effectivement, on n'a plus, dans l'espace public en tous les cas, cette présence, dans les kiosques à journaux, dans les librairies, etc. On n'a plus cette présence de ces revues culturelles qui faisaient la richesse de la rue beyroutine et aussi de sa scène culturelle. Alors, je termine sur parce que j'ai parler de zone franche, culturelle, espace public du monde arabe, mais il faut toujours mettre un bémol, évidemment. Et le bémol, je le laisse formuler par Ahmed Beydoun, qui est un grand sociologue de la scène libanaise et arabe, et il évoque ainsi la fragilité des libertés à Beyrouth, et particulièrement de la liberté d'expression. Il en donne pour preuve le fait que de nombreux intellectuels ont jugé plus prudent de quitter leur domicile à l'ouest de la ville et de se réfugier à l'est lors des événements violents des 7 et 8 mai 2008. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le 7 et 8 mai 2008 à Beyrouth, c'est lorsque le Hezbollah et ses alliés ont pris le contrôle militairement d'une partie de Beyrouth, notamment la partie ouest. Donc plusieurs de ces intellectuels se sentant menacés sont passés à l'est. C'est ça qu'il veut dire dans son... et donc, il dit que cela a révélé le rôle sécuritaire des officines secrètes de forces politiques dans certains quartiers beyrouthins. Et donc, dans une conférence prononcée en 2015 et intitulée Beyrouth, ville de la double licence, Beyrouth, ville de la double licence, que l'on trouve dans son livre Libération arabe en souffrance, qui a été publié en 2019 par Actes Sud, L'Orient des livres. Donc Ahmed Beydoun, Libération arabe en souffrance. Il parle de Beyrouth comme... il parle du paradoxe de Beyrouth, en fait. Paradoxe de Beyrouth. Je le cite. « Ne serait-il pas plus exact, par conséquent, d'appeler licence et non pas liberté, cette faculté indissociablement meurtrière et créatrice de beauté, et de voir en Beyrouth une capitale de la double licence. La liberté beyroutine est-elle vraiment distincte quant à ses origines et à ses conditions de possibilité de la possibilité d'assassiner à Beyrouth sans être vraiment inquiété un homme politique qui gêne et un journaliste qui déplaît. Et donc là, on pense évidemment à l'assassinat de Lokman Slim le 3-4 février 2021, qui était aussi un protagoniste très important de la scène culturelle libanaise avec sa maison d'édition Dar El Jadid, qui a joué un rôle notamment au sortir de la guerre en 1990. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. C'est peut-être une question, je connais déjà la réponse, je pense, mais est-ce qu'il y a une zone aujourd'hui, une zone libre ailleurs dans le monde arabe qui peut être comparée? Non, je sais, c'est peut-être pas comme ça, mais comment est-ce que... Je ne sais pas. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il faut concevoir... alors, moi, j'utilise le terme d'espace arabe parce que, en fait, ça permet de sortir de la question de monde qui est un peu clos, quoi, monde clos, et puis aussi de sortir du monde arabe en termes de région. C'est-à-dire, par exemple, les capitales de l'exil aujourd'hui, ben, c'est Istanbul, comme on l'a dit, un peu Paris, mais surtout Berlin, Londres, bien sûr, depuis longtemps. Berlin, c'est énorme. Et donc, en fait, donc il y a un fonctionnement en réseau
qui est extrêmement important et qui fait qu'il y a des cristallisations des scènes culturelles complètement inédites aujourd'hui. Par exemple, j'ai étudié, moi j'étais à Istanbul pendant 2 ans pour travailler justement sur cette scène arabe à Istanbul, pour voir ce que ça faisait entre l'arrivée de 3 600 000 Syriens en Turquie, avec l'arrivée aussi de 50 000 Égyptiens, de 20 000 Yéménites, 700 000 Irakiens, etc. Tout ça se retrouve souvent à Istanbul, pas tous, mais non, les Syriens sont assignés souvent ailleurs qu'à Istanbul. Enfin, il y en aurait presque 500 000. Et donc, qu'est-ce que ça provoque tout ça? Alors, bon, pour le cas d'Istanbul, c'est un cas tout à fait particulier parce que le politique joue un rôle très important dans le sens où il y a évidemment le régime turc qui a une orientation particulière vis-à-vis de cette population syrienne et politique, politiquement parlant, et qui est allié avec le régime de Doha, de Qatar, et qui fait que une grosse partie de la scène culturelle, de recherche, médiatique est financée en fait par Qatar ou sous le contrôle de Qatar. Une grande partie, pas toutes, mais une grande partie. Ceux qui sont indépendants, ils ont souvent du mal, sont souvent des fondations européennes qui financent, etc. Par contre, par exemple, à Berlin, ce qui est très intéressant, c'est que la présence arabe, enfin, c'est ce qui me semble, hein, mais peut-être qu'il faut aller plus loin, parce qu'on est au début du processus, aujourd'hui. Hein. La présence syrienne a servi de cristallisation de la scène culturelle arabe en général. Puisqu'ils sont plus nombreux, en fait, d'une certaine façon. Les autres vivaient heureux, vivront cachés. Hein. Et puis, tout d'un coup, arrivent 900 000 personnes, et dont beaucoup qui sont d'anciens militants ou des militants qui sont toujours actifs dans le domaine culturel, etc. Et donc, il y a des revues qui ont été créées, il y a des sites électroniques, il y a du théâtre, il y a de la danse. Et donc, tout cela fait qu'il y a une scène en ébullition qui est évidemment pas totalement isolée, c'est-à-dire qui est en contact avec ceux qui sont restés à Istanbul, au Liban, ailleurs. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a plus de... Je pense pas qu'il y ait une capitale aujourd'hui dans le monde arabe qui joue ce rôle. Je pense pas, puisque vu l'état de la situation. Mais par contre, effectivement, il y a aujourd'hui des choses inédites qui se traitent ailleurs, mais en relation, bien sûr. Jordanie un peu, oui, mais il y a toujours la censure. C'est vrai que, par exemple, pour la Jordanie, vous avez évoqué la Jordanie. Aujourd'hui, par exemple, elle prend le relais sur le plan de l'édition un petit peu, mais c'est voilà, ça reste quand même ça reste encore limité. Par contre, par exemple, même dans des pays comme l'Égypte, qui est sous l'effet de la censure extrêmement grande, il y a encore une vitalité éditoriale importante. Parce que paradoxalement, en fait, dans certains pays, le livre, je voyais ça en Turquie aussi, le livre, c'est à la fois ça a une grande valeur symbolique, parce que les chefs d'État, lorsqu'il y a une foire de livres, ils vont l'inaugurer, etc. Donc, puis ils font des programmes de traduction, etc. Il y a tout un discours sur le livre. Et puis en même temps, c'est un produit de consommation qui nourrit presque pas son homme, en fait. Donc ça n'a pas une valeur économique extrêmement importante par rapport à d'autres secteurs économiques. Et donc, ce paradoxe-là veut que investit dans le domaine du livre souvent des personnes qui veulent créer une contre-culture ou une culture alternative, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de financement. Et donc, du moment que dans chaque société, il y a des lignes rouges, évidemment, mais du moment que ces lignes rouges ne sont pas trop franchies, on peut trouver, dans ce domaine de l'édition, des choses extrêmement modernes, avant-gardistes, je veux dire, et parfois subversives. Et ça passe dans le monde arabe souvent par le biais de la traduction. Je me rappelle, par exemple, des maisons d'édition saoudiennes qui vont peut-être pas publier des auteurs saoudiens pour pas être confrontés à la censure, mais vont publier des ouvrages traduits européens qui vont aborder des thèmes un peu sulfureux, par exemple, puisque c'est la traduction. Enfin, je veux dire, il y a plein de jeux comme ça qu'il faut étudier à partir de chaque contexte, évidemment. Merci infiniment, parce que c'était vraiment extrêmement riche, une vraie cavalcade dans tous les pays, c'était vraiment intéressant. En revanche, j'étais un peu frustrée parce qu'il y a un phénomène que vous pourriez intégrer à votre présentation, qui est celui de la création vers la fin des années 80
début années 90, des lieux indépendants lancés par le Festival international du théâtre de Amman, qui pendant plusieurs années, dans les années 80, était un lieu totalement stratégique pour la rencontre et la fabrication d'aventures communes auprès des acteurs du secteur artistique et culturel, théâtre, danse, beaucoup de spectacles vivants, et qui a lancé un peu dans tous les pays, et paradoxalement même beaucoup en Égypte, parce qu'à l'Égypte, c'était pas encore l'Égypte d'aujourd'hui, c'était pas beaucoup mieux, mais c'était déjà autre chose, et qui a notamment, le Liban a été un des premiers pays qui a lancé la création de tous ces lieux qui échappaient totalement à la vision des pouvoirs parce qu'ils étaient de niche d'une certaine manière, mais qui étaient des lieux très importants pour le tissage du travail en commun par-delà les frontières, etc., dont à Beyrouth, le premier, le précurseur était Zico House, qui, je pense, ne fait plus rien du tout. Je ne sais pas. Il essaie. Parce que Zico était vraiment peut-être le premier à Beyrouth. Je suis pas sûr, non. Non? Non. Enfin, ouais. C'est pas très important, mais enfin, en tout cas, il a impulsé énormément parce qu'il était chaque année à Amman au Festival international. Et ça a été vrai en Égypte aussi, et en Tunisie ensuite. Et ça, c'est peut-être un chapitre intéressant parce que souvent, ces équipes qui se créaient étaient pas dans les capitales, mais dans le reste du pays. Ça dépendait des lieux. Ça, je trouve que c'était important parce que ça a permis aussi de former toute une génération à la gestion des lieux. Par exemple, à Amman, il y avait un autre centre, petit centre, mais très, très pertinent, qui s'appelait Makam, etc., etc. Et donc, il y en a. Ça, c'est un phénomène qui a un peu perdu sa dynamique depuis un certain temps, mais qui a été très, très important entre la fin des années 80 et tous les années 90. En fait, il y a, par exemple, Eyloul. Eyloul, il y avait aussi à Beyrouth, il y avait bien sûr le théâtre de Beyrouth que j'ai cité, mais aussi le théâtre Al-Madina, etc. Zico House, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi au niveau du théâtre, bon, je suis pas un spécialiste du théâtre, mais simplement, ce qui est intéressant, c'est justement ces réseaux interarabes qui sont extrêmement forts. Et notamment, vous avez raison de signaler ces festivals, parce qu'il y avait aussi le festival d'improvisation, festival, pardon, de théâtre expérimental, qui se passait au Caire, à Alexandrie, à Amman, à Beyrouth, etc. Et qui font que ces acteurs-là circulent énormément. Et il y a aussi, bien sûr, ceux qui viennent du Maghreb, etc. Et ça, ce type de réseau, transnationaux, en fait, de cette façon, à l'intérieur du monde arabe, parce qu'on partage une même langue. Donc, ça permet aussi ces circulations plus facilement, etc. Mais aussi, on partage également l'aspiration à de nouveaux langages, à l'expérimentation, etc. Et ça, je crois que ça va jamais cesser, au contraire. Seulement, même, je dirais même que ça s'étend. Parce que ces lieux que vous évoquez, moi, j'en ai vu à Istanbul, on en voit ailleurs, en fait. Et donc, ça, ben, aujourd'hui, par exemple, au Caire, pour les Yéménites, il y a aussi des lieux qui se créent, etc. Parce que, et donc, effectivement, mais ça, c'est un élément, je dirais, qui est totalement lié aussi à des phénomènes de génération également. Hein. Et donc, une génération en remplace une autre, le langage n'est plus pareil. Par exemple, l'installation, la forme de présentation qui est l'installation n'existait pas autrefois. Et à partir du moment où on instaure une rupture avec un langage artistique, bah, il y a de nouveaux lieux, il y a peut-être aussi l'investissement dans l'espace public qui existait pas obligatoirement autrefois, etc. Donc il y a cet élément-là qui joue aussi effectivement. Et puis il y a aussi le fait que ce que moi j'appelle aujourd'hui pan-arabe, c'est simplement une convention de langage. Hein, c'est pour dire, c'est pas dans le sens idéologique, ils veulent l'unité du monde arabe. C'est simplement le fait que c'est à l'échelle régionale. Et je crois que cette échelle-là, elle existe. C'est-à-dire, on dit, par exemple, un livre de l'Institut Monde Arabe s'intitule « Le monde arabe existe-t-il encore ?» Ou je crois un truc comme ça, non? Est-ce que le monde arabe existe? En fait, il n'a jamais existé. Dans le sens où c'est une projection. C'est une projection d'un espace.
Je veux dire, il existe comment? Institutionnellement? Non, il n'y a pas d'État, il n'y a pas. Une langue, encore, elle est aussi très diversifiée selon les régions, et puis en plus, l'accès à ce que et puis même le sentiment d'être arabe est différent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, je veux dire, il y a un sentiment d'appartenance peut-être, mais même ce sentiment-là, il faudrait véritablement l'étudier en contexte. Le sentir arabe en Tunisie, peut-être pas pareil qu'ailleurs. Et puis, dans le même temps, ça existe parce que justement, c'est performatif. C'est-à-dire, c'est tourné vers l'action. L'Arab Fund for Arab Culture, par exemple, c'est le fonds arabe pour la culture arabe. Ils insistent vraiment, hein. Le fonds arabe pour la culture arabe. Et pourtant, la plupart de ceux qui ont financé, ils ne travaillent pas dans le monde arabe. Mais c'est justement pour créer à l'échelle du monde arabe ces circulations et ces créations. Donc c'est intéressant de voir que c'est une échelle d'intervention. Et les pays du Golfe dont on parle beaucoup, avec le marché de l'art, les festivals à Sharjah, etc., tout ce qui est un peu avant-garde et tout ça. En même temps, ils ont à la fois ce désir d'être globalisés, Dubaï, place financière, place offshore, etc., zone franche, quoi, économique. Et puis en même temps, ils interviennent à l'échelle régionale lorsque, par exemple, ils font aussi des prix littéraires arabes, des prix de traduction arabes, etc. Et là, c'est l'échelle régionale. Et donc, c'est intéressant de voir que, en fait, la culture permet d'étudier en fait cette échelle régionale arabe, qui existe certes dans d'autres dimensions, mais ça permet vraiment de voir en fait comment elle fonctionne en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire si le street art s'est développé à l'occasion de certains événements à Beyrouth, Ah bah oui. comme on a pu le voir se développer en Égypte, enfin au Caire, au moment de la Révolution et de la Ouais, je propose que Charbel, peut-être, si vous voulez, parce que là, on a un acteur culturel sur le street art. Peut-être à mentionner aussi, oui, bien sûr, il y a eu pas mal de street artistes dans l'aspect visuel, mais il y a aussi l'approche à la rue dans le théâtre qui est récente, qui a commencé, ou bien qui est en train de continuer avec le collectif Kahraba ou Zouka qui ont encore un regard social dans leur création et parfois ils font des événements voilà, moi je voulais mentionner ça à côté. Après vous pouvez plus élaborer si vous voulez. Non, tout à fait. Que le street art n'est pas que visuel, tu vois, ça prend une résonance dans d'autres formes artistiques, dans la performance. C'est des gens qui ont étudié le théâtre, ou bien moi je suis architecte à la base, hein, donc. Il y avait un salon du livre à Beyrouth aussi très très important. Oui. Et ça n'existe plus. Alors, sa dernière édition date d'il y a quelques semaines. Alors, le salon du livre de Beyrouth, il a commencé en 1956. Mais c'était une vingtaine d'éditeurs à l'université américaine de Beyrouth, donc c'était pas très important. Enfin, mérite d'exister. 1956. Non, mais il y a deux salons en fait. Il y a un salon du livre arabe, si on peut dire, et puis un salon du livre francophone. Voilà. Alors donc le salon du livre francophone, là, il a pas eu lieu depuis un moment, mais le salon du livre arabe, il a eu lieu il y a quelques semaines. Il y a eu pas mal d'échos dans la presse beyrouthine parce qu'il y a eu dans un des stands, il y a eu la photo du général iranien qui s'est fait tuer là par Qassem Soleimani, donc ça a provoqué un certain tollé de certaines personnes. Et donc pendant plusieurs années, il n'y avait pas lieu. Donc juste pour vous donner aussi un moyen de comparaison, il y a aussi le Salon du Livre du Caire, qui est le plus important du monde arabe, qui a été créé en 1969, donc assez tardivement quand même, 1969. Et en fait, le Salon du Livre du Caire, de Beyrouth, était assez important. Donc je parle de celui arabe, hein, parce que ce salon francophone, il a été créé après la guerre. Et il est important, bien sûr, mais enfin, je veux dire, c'est le livre francophone, quoi. Le livre en français. Alors, ils disent que c'est le troisième plus grand festival francophone après Paris, Montréal, et donc après il y a Beyrouth, quoi. Donc,
pour montrer. Alors il y a toujours des chiffres du genre 100 000 visiteurs, etc. Mais on ne sait jamais si c'est la propagande ou si c'est réel. Mais en tout cas les cas, pour ce qui concerne le salon du livre en arabe de Beyrouth, c'était très intéressant parce qu'on avait notamment des Syriens qui venaient, d'autres pays qui venaient acheter. Mais depuis quelques années, il y a vraiment une forme de déclin parce que de ce type de salon, mais c'est pas seulement au Liban, quoi. Et donc c'est pour ça que s'il n'y a pas les salons, bon ça je l'ai développé dans mon ouvrage sur le livre et la ville, s'il n'y a pas les salons, c'est la catastrophe pour les éditeurs, parce que les éditeurs français, ils ont un réseau de librairies incroyable, ils peuvent vendre leurs livres, mais les éditeurs arabes, ils n'ont pas de réseau de librairies. Digne de ce nom en tout cas. Et donc l'éditeur arabe en fait c'est du commerce à la valise en fait. Il va dans les salons du livre qui s'échelonnent selon un calendrier bien établi à partir de septembre. Autrefois septembre ça commençait à Damas, après octobre tout ça, janvier c'était le Caire, on savait quoi, décembre c'était Beyrouth, etc. Et ceux qui ont assez d'argent pour circuler d'un pays à l'autre, et ils amenaient leurs livres et ils vendaient leurs livres. Aujourd'hui, finalement, tout a été totalement bouleversé avec les guerres. Damas n'existe plus, Beyrouth, le problème de l'explosion du port, etc. Le Caire, il y a eu le Covid, etc. Donc le Yémen, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, le salon du livre, pas le Yémen. Et donc, qu'est-ce qui reste finalement? Qui tire son épingle du jeu? Eh ben, c'est les pays du Golfe. Et donc, c'est Sharjah, Riyad et Abu Dhabi. C'est les trois grandes, en fait, trois grands salons du livre du monde arabe. Oui, merci beaucoup. Justement, j'ai une question sur Sharjah. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis franc sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment Sharjah? Parce que ils sont invités d'honneur dans tous les salons du livre partout. Ils ont ouvert un énorme centre d'impression. Mais est-ce que les livres se font vraiment imprimer là-bas? Les auteurs arabes qui ne sont pas du Golfe sont un peu entre les deux parce qu'ils peuvent avoir de l'argent, des subventions, etc. Mais ils n'ont pas très envie non plus de se donner à un pays du Golfe. Donc, c'est compliqué. Oui, mais il faut bien voir qu'une grande partie des productions culturelles arabes sont financées aujourd'hui par le Golfe. Hein. Festival Doha Film Festival, Sharjah, il y a la Biennale aussi, tout ça. Bon, ça c'est pour le contexte général. Hein. Donc c'est véritablement très important d'être consacré artistiquement aussi par ce type de festival ou par ce type de financement en fait. Hein. Mais je reviens sur la question du livre. Ce qui est très intéressant par rapport à Sharjah, c'est que Sharjah, faut le voir. Alors j'ai dit qu'il y avait une échelle régionale, mais Sharjah, faut le voir aussi dans l'échelle émirienne. C'est-à-dire qu'il y a Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a Sharjah, il y a Fujairah, il y a je sais pas quoi, il y a Ras Al Khaimah, etc. Et donc, en fait, ces Émirats, ils sont en concurrence et ils ont chacun un rôle. À Abu Dhabi, par exemple, c'est la culture. Ouais, la culture un peu plus moderne, c'est-à-dire, par exemple, la foire du livre de Abu Dhabi, elle est professionnelle. Si vous arrivez à la foire du livre d'Abu Dhabi, vous signez un contrat, bah vous touchez $2000 par la foire vous donne $2000 si vous signez un contrat en tant qu'auteur avec une maison d'édition ou un contrat de traduction par exemple. Donc contrat de traduction. Sharjah, lui, c'est l'émirat le plus conservateur, enfin, par rapport à Dubaï et à Abu Dhabi. Bon, bah, pas d'alcool, etc. Il y a pas, ouais. Mais par contre, un rôle, il a essayé de se placer sur le rôle islamique et culturel. Et donc notamment la littérature jeunesse. Et ça, c'est aussi le cas un petit peu à Abu Dhabi aussi. Dubaï, par exemple, sur le livre, ne fait rien. Sur la question de la traduction aussi. Et ils essayent évidemment d'attirer Alors, tous ces gens qui travaillent, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent des pays arabes, palestiniens, koweïtiens, enfin, plutôt palestiniens, libanais, syriens, égyptiens, etc. Alors, la question qui se pose, est-ce que ces villes, telles que Abu Dhabi, Sharjah, il ne faut pas les mépriser, c'est-à-dire il y a toujours cette vision un petit peu négative des villes du Golfe, oh là là, c'est que des gratte-ciel, et avec 20%, 80% d'étrangers qui viennent nettoyer,
et puis 20% de nationaux. C'est un peu ça l'idée de ville superficielle un peu. Mais la question qui peut se poser, et moi je suis pas dans cette optique-là. Une ville, ça peut se créer, s'accumuler, etc. Question qui peut se poser, est-ce que ces villes peuvent avoir la même substance qui est créée à partir de générations culturelle, avec tous les métiers, toutes les spécialisations professionnelles, tous les spécialistes de l'expression créative, tels que des villes comme Le Caire ou Beyrouth, par exemple. Est-ce que ces villes vont pouvoir attirer, mais pas seulement attirer, garder, et qui vont faire partie aussi du processus urbain? Parce que si c'est simplement pour, en tant qu'expatrié, on vient puis on repart. Et ça, c'est ça l'enjeu, en fait. Et ça, c'est pas évident. Par exemple, Dubaï, Abu Dhabi, par exemple, il y a beaucoup de jeunes arabes qui sont nés dans cette ville, à Abu Dhabi, qui considèrent qu'ils sont d'Abu Dhabi, même s'ils sont égyptiens, libanais, syriens, etc., tout en étant aussi égyptiens, libanais, syriens. Mais en même temps, il y a toujours cette espèce de double, la limite de la nationalité, c'est-à-dire la ségrégation par la nationalité. Et donc cette question-là fait que effectivement, ce sont des villes où le passage est la règle et l'ancrage est beaucoup plus difficile. Donc, on a l'impression, effectivement, mais on peut pas le savoir encore parce que ça date que de 20 ans, ça, ou 15 ans. Parce qu'en fait, même les premiers prix littéraires, c'est 2006-2007. Hein. 2007, c'est le festival c'est le prix littéraire d'Abu Dhabi. Eh bien, peut-être que, donc ça fait 15 ans à peu près, 10-15 ans. Donc, est-ce que ces villes vont devenir véritablement des capitales culturelles? Ça, on peut encore en douter. Hein. On peut encore en douter. Mais par contre, comme ils ont de l'argent, ils peuvent attirer des spécialistes, quoi. Merci beaucoup, Merci. Franck Mernier.